Isam Charour. Je suis professeur émérite à l'Université de Lille dans le domaine de la ville intelligente et durable. Et en même temps, je suis aussi président d'une nouvelle start-up qui travaille dans le domaine de la ville intelligente. Comment définiriez-vous une ville résiliente face aux catastrophes naturelles? Effectivement, c'est une question très importante de nos jours, la question de la ville résiliente. Il faut voir que c'est un concept qui est nouveau. On en parle depuis une dizaine d'années à peu près. Et c'est lié à l'anticipation des catastrophes naturelles. Quand je parle de catastrophes naturelles, bien entendu, il y a les inondations, il y a les tempêtes, les cyclones, la sécheresse, les tremblements de terre. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une amplification de ces catastrophes naturelles. Il y en a de plus en plus, et de plus en plus intenses. Donc de plus en plus des pertes, que ce soit en vie humaine ou des pertes économiques à travers les infrastructures, les structures économiques. Donc la question qui se pose, comment aujourd'hui les villes, comme des agglomérations urbaines, peuvent faire face à ces catastrophes. Seulement pour donner une petite idée, qu'est-ce que cause ces catastrophes naturelles, parce qu'il y a des observatoires. Dans le monde, ces 10 dernières années, on a eu à peu près 1 million de morts. 1 million de morts à cause des catastrophes naturelles. Et les pertes économiques, c'est 3 000 milliards de dollars américains. Donc des pertes énormes. Et les projections, c'est qu'à cause du changement climatique, ces pertes, si on ne fait rien, vont s'amplifier. Donc la question qui se pose, comment aujourd'hui les villes, des systèmes qui sont très très complexes, peuvent faire face à ces catastrophes? Comment elles peuvent se préparer? Et il y a cette notion de résilience, comme quoi nous, en tant qu'êtres humains, on peut apprendre des systèmes biologiques. Donc comment aujourd'hui les vivants peuvent s'adapter à des stress liés à l'environnement, comment ils peuvent continuer à vivre. Et les villes en tant que système complexe, il y a des choses à faire là-dessus. Donc toute la question qui se pose, c'est comment les villes aujourd'hui peuvent se préparer à faire face à ces catastrophes naturelles, et sur tous les plans, sur le plan des infrastructures, sur le plan sociétal, sur le plan d'assurer la continuité des services, etc. Donc la question, comment on peut faire face, en réduisant bien sûr au maximum les pertes, mais la question qui se pose aussi, comment on peut s'adapter? Parce que face à cette intensification, il y a une question d'adaptation. Malheureusement, il y a des choses probablement qu'on ne peut pas inverser. Donc, l'être humain ou les villes sont appelés à s'adapter. Donc, c'est cette notion de résilience. C'est une question de comment les systèmes complexes, comme les villes, peuvent résister, s'adapter. Et c'est quelque chose qui est très important de la ville résiliente. C'est une ville qui est apprenante. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on apprend d'une catastrophe naturelle, de ses conséquences, comment on a réagi par rapport à ça, pour mieux se préparer à faire face à ces catastrophes dans le futur. Alors justement, comment améliorer ou renforcer cette résilience? Quel peut être le rôle de la technologie, par exemple? Si on regarde comment on réagit par rapport aux catastrophes naturelles, en fait, on a 3 phases. Il y a une phase que j'appelle une phase de long terme, c'est-à-dire comment on se prépare aujourd'hui à un aléa, une catastrophe qui peut avoir lieu dans l'avenir. Éventuellement, si je suis dans une zone sismique, comment je peux adapter mes infrastructures, comment je peux adapter ma société pour que, si j'ai une catastrophe naturelle, un séisme dans le futur, comment on peut réduire au maximum son effet. Mais ça, tout ça, ça se passe avant. Donc, à travers un certain nombre de choses, que la technologie va jouer un rôle très, très, très important pour adapter nos infrastructures à mieux résister. Je vous donne un exemple. Si je prends l'exemple du Japon, on sait qu'il y a des zones sismiques, il y a un fort risque sismique. Le Japon, il a fait des progrès dans la réglementation, dans la manière de concevoir les bâtiments, de construire. De telle manière, aujourd'hui, si on a une catastrophe,
on sait bien que ces structures peuvent résister. Des pays qui ne sont pas du tout préparés, le même séisme que j'ai au Japon, s'il a lieu dans un autre endroit, il peut faire beaucoup plus de dégâts. Donc c'est cette première phase qu'on appelle la phase de préparation. Deuxième phase qui est vraiment très très importante, c'est la phase qu'on appelle de détecter très très tôt le risque. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai éventuellement une inondation, on a à peu près une demi-heure, 1 heure, 2 heures, où on sait qu'il va y avoir une inondation. Donc la détection à travers une instrumentation, à travers un certain nombre de choses, c'est quelque chose qui est très important. Donc, quelle est notre capacité aujourd'hui, lors de cette phase-là, à détecter ce qu'on appelle early detection. Ça, c'est une phase qui est vraiment très, très, très importante. Et troisième phase qui est importante, une fois que ça a lieu, qu'effectivement qu'on a eu beaucoup de destruction, comment faire pour mieux construire. Et en quelque sorte, comment refaire que la ville puisse fonctionner aux meilleures performances. Donc la technologie a joué un rôle. J'ai donné l'exemple éventuellement des séismes, effectivement, on connaît des choses. Sur la partie inondation, la question de l'inondation, c'est qu'on a une très grande quantité d'eau qui tombe dans des villes qui sont presque imperméables, parce qu'on a construit partout. L'eau ne peut pas s'infiltrer. Donc la question importante est, mais comment on peut éventuellement stocker l'eau? Il y a toute une notion aujourd'hui qui se développe qu'on appelle la ville éponge. Ça veut dire en fait laisser quand même des espaces dans la ville où l'eau peut absorber de manière temporaire l'eau. Et comme ça, l'eau qui va couler, qui va causer l'inondation, on va le piéger en quelque sorte. Donc il y a toute cette notion de ville éponge qui s'est développée à travers la construction des bassins, etc. Donc c'est quelque chose qui marche. C'est des exemples, par exemple, si je prends une ville comme la ville d'Amsterdam, il l'a appliqué, effectivement, elle réduit beaucoup le risque. En Chine, il y a un certain nombre de villes qui l'ont appliqué. Sur le risque, par exemple, sur les zones côtières, on a la même chose. On a pu aussi développer des systèmes technologiques qui permettent aussi de protéger. Donc, effectivement, je dirais qu'il y a un certain nombre de progrès technologiques, mais le problème qui se pose, c'est que les progrès technologiques, ils étaient par secteur. Je vous donne un exemple qui est très ancien. Si je remonte à une centaine d'années à peu près, on fait une visite à l'Amérique du Nord. Pour la télécommunication, pour les téléphones et pour l'électricité, les câbles étaient aériens. Vous les voyez partout. Dès qu'il y avait une tempête, tout se cassait et il fallait reconstruire. Donc la question qui se posait, comment on peut les protéger? Et l'idée, c'est qu'il faut les enterrer. Donc enterrer, en quelque sorte, en fait, les câbles qu'on connaît aujourd'hui, elles étaient liées à des progrès technologiques qui sont liés à... Deuxième exemple, il y a un feu extraordinaire en Grande-Bretagne, je pense que ça doit être à Londres, il a tout détruit, parce qu'on construisait de matières inflammables. Et une question, mais comment on peut trouver des matières qui ne sont pas inflammables? L'apparition des briques. Vous voyez bien, la même chose. Donc, donc il y a eu de progrès par rapport à des catastrophes, comment on peut se produire. On peut trouver d'autres exemples dans l'histoire. Donc effectivement, la technologie, elle a joué un rôle très important, mais après, on va parler de technologie digitale, mais on parlera tout à l'heure, qui a apporté encore énormément de choses. Ce qui veut dire que les institutions, elles ont un rôle à jouer, puisque du coup, elles vont favoriser certains matériaux ou certains types d'installations au détriment d'autres. Les catastrophes naturelles, ou la protection contre les catastrophes naturelles, c'est une responsabilité au niveau national. Ça veut dire que c'est l'État qui est responsable. Et l'État, il doit, avec les institutions, déjà réaliser une cartographie des risques. Cartographie des risques, je prends un territoire, qu'est-ce qu'il y a comme risque majeur, que ce soit des séismes, des inondations, etc. Donc, on fait la cartographie, ce sont les institutions qui sont responsables. Une fois qu'on a fait la cartographie avec les risques, mais il faut prendre les mesures. Les mesures, qu'est-ce qu'il faut faire en termes des infrastructures, en termes d'organisation? Il y a quelque chose qui arrive, comment préparer les hôpitaux, comment préparer le transport, etc. Ça relève aussi ces institutions. Donc, dans la partie réglementaire, il y a des zones où on ne peut pas construire parce qu'il y a un risque d'inondation. Donc, il y a une responsabilité importante dans la première phase qu'on avait avant évoquée, préparation. Il faut prendre toutes les mesures. Et maintenant aussi, on vit dans une société aussi qui est organisée, dire que les écoles, si j'ai un séisme, une inondation, qu'est-ce que je peux faire?
les hôpitaux, dans les sociétés, dans les entreprises. La même chose, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un engagement aussi, d'une préparation aussi de plans d'urgence dans le cas où il y a un risque quelconque. Donc, ils vont jouer un rôle très très important. Et quand le risque arrive, c'est-à-dire que j'ai un séisme, j'ai une inondation, mais comment je réagis par rapport à ça? Qu'est-ce que je fais? Et c'est quoi les premiers gestes qu'il faut appeler? Comment je peux apporter de l'urgence? Mais ça aussi, on ne peut pas l'improviser. Il y a un proverbe qui est vraiment très, très intéressant. On dit qu'on ne peut pas apprendre à nager le jour de naufrage. Il faut se préparer avant. Et ça donne aussi une responsabilité collective, où toutes les institutions, il faudra qu'elles s'impliquent dedans. Donc, effectivement, elles ont une responsabilité parce qu'il faut voir que les catastrophes naturelles, c'est du collectif. C'est massif. Dire que ça concerne comme des territoires très, très, très importants. Et l'un des problèmes qu'on a aussi, comment on peut savoir que dans tel village qui est un peu isolé, etc., qu'il y a eu quelque chose, c'est quoi les dégâts, à qui je dois envoyer le secours en premier. Donc cette question de cartographie aussi, c'est une question très importante, où les institutions peuvent jouer un rôle important. Regardez par exemple au Japon, il y a tout un entraînement dans les écoles, etc., on entraîne tout le monde. Si vous avez quelque chose, voilà le premier geste. Il ne faut pas prendre l'ascenseur, il faut vous cacher sous les tables, etc. Donc il y a ça qui est vraiment très important. Avec les moyens de communication qu'on a, c'est très facile de faire des alertes, d'envoyer les informations. Donc la question, comment j'agis individuellement et collectivement quand il y a quelque chose, comment je peux participer à faire apporter les premiers secours, il faut voir que lors d'une catastrophe naturelle, le plus important dans les questions de secours, c'est ce qui se passe dans les premières heures. Donc, les premières heures, qui est le plus proche? C'est le citoyen qui est partout. Vous voyez, comme par exemple, on a des villages qui étaient complètement isolés, les secours, ils ont mis beaucoup de temps. Malheureusement, on va perdre beaucoup de vies humaines. Là, le citoyen peut jouer un rôle très, très important pour apporter le premier secours, pour avertir, pour alerter. Et donc, du coup, son engagement, il est vraiment très, très important. Donc nous en parlerons, mais ça veut dire qu'il faut aussi que les citoyens soient formés. Bien sûr. Bien sûr. C'est une question d'éducation. Elle est essentielle. Et dans une zone, on sait que voilà les risques qu'on a. Il faut que les citoyens soient préparés. Les écoles jouent un rôle important, les entreprises jouent un rôle très important, les familles jouent un rôle très important. C'est une question primordiale. L'un des problèmes majeurs qui peut se poser, c'est le défi financier, parce que mettre en œuvre cette politique a des coûts. Forcément, ça concerne des étendues très très importantes. Et tout, les infrastructures, les bâtiments, les services, la société. Et généralement, on construit quelque chose, on le construit par rapport à un certain niveau de risque. Dans le passé, on ne faisait pas très, très, très attention. Ça veut dire qu'on a construit en dessous de seuil. Deuxième facteur qui est vraiment très important, c'est que ce que j'ai évoqué au début, on a une intensification à cause du changement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation qui est très, très délicate. On a des infrastructures qui ont été conçues à un niveau de risque moins élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle, à très grande échelle? Il faut revoir les infrastructures, l'organisation, etc. Donc, un coût très, très élevé. Un tremblement de terre qui a lieu majeur tous les 100 ans, peut-être, bon, j'ai le temps, en quelque sorte. Les inondations, j'ai le temps. Pourquoi aujourd'hui investir énormément alors que j'ai d'autres priorités? Donc, c'est toujours les choses qui est sacrifiées, en quelque sorte, en fait. On sacrifie cette question de sécurité à grande échelle pour essayer de faire plutôt des choses à plus court terme. C'est vraiment un problème majeur aujourd'hui. Un problème majeur parce que, comme j'ai dit, c'est une intensification. Il faut qu'on revoie beaucoup de choses. Ensuite, ce que j'ai évoqué, dire que ces catastrophes aujourd'hui, on peut améliorer les performances grâce à l'innovation, grâce à la recherche, à l'éducation. Donc on peut aussi entrer dans un processus qui n'est pas forcément financier, je dirais. Enfin, les finances, elles sont là, mais dans un processus qui est très, très positif, qui permet d'améliorer, de renforcer, d'innover, de créer, etc., qui est quand même très, très positif. Il ne faut pas regarder dans cette question de la lutte contre les catastrophes naturelles uniquement une question de dépenses. C'est plutôt aussi, peut être aussi une très bonne occasion
très bonnes opportunités pour améliorer globalement nos performances. Et en Europe, quelle est la situation? L'Europe, malheureusement, est très concernée par les catastrophes naturelles. C'est énorme, dire que sur les 20 dernières années, il y a quand même 50 millions qui ont été touchés par les catastrophes naturelles. Des pertes énormes. On a tout en Europe. On a le feu des forêts, on a les inondations. D'ailleurs, très récemment, on a vu, il y a les séismes, les cyclones. On a tout en Europe. Donc l'Europe, elle est vraiment très, très concernée par ça. La France est très concernée. Il faut voir que l'année dernière, on a à peu près 10 milliards de pertes qui sont liées aux catastrophes naturelles. Donc, on est aussi très concerné. À cause de ce que j'avais évoqué au début, c'est que les niveaux sont intensifiés. Quand on regarde les catastrophes naturelles, chaque fois on interroge les citoyens, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de dépasser. Donc, l'Europe, elle est vraiment très concernée. Maintenant, il y a une politique au niveau de chaque pays, de ce que je dis de cartographie, etc. Mais l'Europe aussi, en tant que communauté, prend les choses en main. Donc aujourd'hui, on a une stratégie au niveau européen, pour dire comme quoi les risques naturels, les catastrophes naturelles, c'est une priorité. Donc il y a tout un programme qui se développe au niveau européen. Tout d'abord, cartographier. On a besoin aujourd'hui d'actualiser en quelque sorte les données qu'on a sur les catastrophes naturelles. Donc faire de nouvelles cartes de risques, une question qui est vraiment très importante. Comment renforcer à travers l'innovation, donc il y a toute une partie qui est liée à l'innovation et comment partager l'innovation par rapport à ça. Donc il y a aussi un plan assez important. Il y a un institut qui a été créé aussi au niveau européen qui est spécialisé dans ce risque-là. Et aussi, parce que c'est un phénomène qui est international, l'Europe participe aujourd'hui au niveau international dans des grands programmes aussi de lutte contre les risques naturels. Donc on est concerné. Il y a des choses qui se passent au niveau de l'Europe. Bien sûr, ça va prendre du temps parce qu'on parle sur des très grandes transformations. Mais aujourd'hui, il y a une stratégie et récemment, en 2023, etc., l'Europe, c'est une question qui est sur l'agenda. Cette ville intelligente, comment peut-elle aider à renforcer la résilience urbaine? Question importante et d'actualité. Tout d'abord, si on revient sur la question de la ville intelligente, c'est quoi cette ville intelligente? C'est une ville où on va essayer de collecter des données, de préférence en temps réel, mais aussi les données historiques. Et ces données, on va pouvoir les collecter à travers éventuellement des capteurs, des senseurs, mais aussi à travers la participation des citoyens. Et ça couvre la plupart des secteurs de la ville. Donc il y a cette question de globalité. On observe l'eau, l'énergie, le transport, etc. Une fois qu'on a ces données, on va essayer de les analyser pour comprendre comment les systèmes complexes fonctionnent. Une fois qu'on comprend mieux comment nos systèmes fonctionnent, on peut améliorer leur fonctionnement. Et améliorer comment? On va les rendre plus efficaces. On va travailler sur la question de la sécurité, c'est une question très importante, et améliorer la qualité de service. Et pour un certain nombre de choses, on va pouvoir faire appel à l'automatique. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qu'on pourra contrôler de manière automatique si ce contrôle présente de l'intérêt, surtout la question de sécurité et d'optimisation. Donc c'est comme ça qu'une ville intelligente fonctionne. Donc c'est une ville qui fonctionne autour de la donnée. Quand je viens sur une question de catastrophes naturelles qui frappent une ville, l'une des grandes questions qui se pose, et comme on a dit, ça peut être vraiment très très rapide. Dire, un séisme, c'est entre 20 et 30 secondes. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 20 et 30 secondes? Si je veux améliorer en tant que scientifique, en tant qu'ingénieur, j'ai besoin de connaître ce qui s'est passé. Pourquoi ce bâtiment-là a résisté? Pourquoi ce bâtiment a été complètement détruit? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et lors éventuellement d'une inondation, qu'est-ce qui a convoqué vraiment les dégâts? Est-ce que c'est l'inondation? Est-ce que parce que la montée des niveaux d'eau, elle a affecté le système énergétique, le système d'électricité, donc les pompes sont arrêtées? Ou autre chose. Donc,
la série des conséquences est quelque chose qui est très important. Et ça, on peut le savoir que si on a de la donnée. Donc aujourd'hui, la ville intelligente, qu'est-ce qu'elle va nous offrir? Elle va nous offrir cette possibilité de collecter de la donnée pendant le catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des caméras un peu partout, ces caméras filment, et aujourd'hui, on a tout temps réel, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On sait comment le bâtiment a réagi à l'intérieur, etc. On sait comment la communauté a réagi aussi. C'est une question qui est importante. Le service d'urgence, comment ils ont réagi. Par exemple, si je prends, il y a quelques années, il y a eu une inondation très très forte aux États-Unis, notamment dans les métros. Et pourquoi l'inondation dans les métros? C'est parce que, en fait, les pompes, à cause de rupture, enfin, de l'arrêt d'électricité, rupture électrique, sont arrêtées. Donc, on apprend quelque chose qui est très important. On avait tout ce qu'il fallait, mais on n'a pas prévu qu'effectivement, qu'il peut y avoir une coupure d'électricité. Donc, aujourd'hui, quand on arrive en fait, à collecter l'ensemble de ces données, les analyser et comprendre les interactions, parce que c'est une question d'interaction, les infrastructures qu'on a, elles sont interdépendantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous permet de beaucoup mieux comprendre. Si on comprend mieux, on peut se préparer beaucoup mieux. Donc, c'est ça qu'il va nous apporter la ville intelligente. Deuxième chose que j'ai évoquée rapidement, en fait, ce qui se passe dans les premiers instants, il est vraiment très, très important. Donc, aujourd'hui, il y a un développement des systèmes qu'on appelle les systèmes d'alerte précoce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend les tsunamis, très souvent, ils ont lieu dans les océans. Ils mettent du temps jusqu'à ce qu'ils arrivent à terre. Pendant ce temps-là, on a la possibilité de faire des alertes, évacuer, arrêter de structures critiques. Par exemple, ce qui s'est passé au Japon, centrale nucléaire, on aurait pu, peut-être, je ne sais pas, faire quelque chose pour qu'on n'ait pas les dégâts qu'on a eus. Donc, cette question d'alerte précoce, elle est essentielle dans les forêts. Quand le feu commence, bon, c'est des très grands entendus. Si on a une alerte que quelque part, il y a effectivement un début de feu, on pourra peut-être agir rapidement, etc. La montée des eaux, la même chose. Si on a quelques heures, etc., on a peut-être la possibilité de stocker l'eau quelque part, agir sur les cours d'eau, etc. Donc, il y a cette possibilité. Et aujourd'hui, ce système d'alerte précoce, il se développe. Une chose qui se développe, qui est très intéressante, qui est liée toujours à cette question des données, sont les satellites. Il faut voir qu'autour de nous, il y a des satellites qui surveillent en permanence ce qui se passe sur la Terre. Il y a des drones, etc. Et ça, quand on croise les informations qui viennent des différentes sources, on peut vraiment mesurer des changements de manière assez rapide, ce qui va nous permettre éventuellement de savoir que quelque part il va y avoir un risque, on peut agir, ou bien cartographier les dégâts. Parce qu'on peut les voir. Il y a des très grands programmes maintenant au niveau international, beaucoup les satellites fonctionnent beaucoup plus au service des catastrophes naturelles qu'auparavant. Mais on est toujours sur la même technologie. Qu'est-ce qu'on fait? On collecte de la donnée, on analyse la donnée, on essaye d'agir le plus rapidement possible. Dans la ville intelligente, il y a les questions d'automatisme. C'est une question qui est vraiment très importante. Maintenant, le fait que l'action humaine prend toujours du temps, on n'est pas toujours forcément au bon endroit, les machines sont un peu partout. Donc si on sent un risque, il y a un risque quelconque, il faut fermer une portière, il faut ouvrir une vanne, il faut faire fonctionner une pompe, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on pourra le faire de manière automatique, sans aucune difficulté. Mais pour pouvoir faire ça, on a besoin de la donnée, on a besoin des analyses, et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on pourra faire beaucoup de choses. Dans la ville intelligente, on a beaucoup insisté sur le rôle des citoyens, parce que les citoyens jouent un rôle important. Et ce qui caractérise le citoyen aujourd'hui, qu'il est connecté à travers son téléphone, il voit ce qui se passe, etc. Et là, ça fait une source d'action qui est extraordinaire. Je parlais de la cartographie, parce que l'essentiel, avant, il fallait envoyer des chiens, etc., pour pouvoir mettre parfois une semaine, 2 semaines, etc. Aujourd'hui, non, on peut l'avoir en temps réel. Et aujourd'hui, on a des programmes
qui permet d'analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et sur un territoire donné, on peut analyser presque en temps réel ce qui se passe, voir ce qui se passe sur les Twitter, etc., et pouvoir détecter s'il y avait quelque chose d'anormal, etc. Donc, là aussi, quelque chose, le citoyen peut aussi jouer un rôle très important en aidant les autorités, etc., en faisant des alertes précoces. Et aujourd'hui, il y a vraiment des applications qui se développent énormément. Même aujourd'hui, il y a des applications, j'ai vu, il y a des publications récentes, parce que dans les téléphones, on a aussi des capteurs d'accélération. Ça veut dire qu'il y a des séismes, le téléphone bouge. Et si on capte ces informations-là, on peut les analyser, on peut prévoir à l'avance qu'il y a quelque chose qui est en train de se propager, dans quelle direction elle se propage, etc. Les inondations, la même chose. Et ils nous servent de manière extraordinaire, les téléphones, pour les questions d'alerte, etc. Donc, aussi, les citoyens vont avoir un rôle très, très important dans la question de la ville intelligente. Une chose qui est importante, et qu'on parle des catastrophes naturelles, c'est les questions de secours et la reconstruction. Et dans beaucoup d'endroits, malheureusement, on manque beaucoup de transparence sur les questions de les priorités, qu'est-ce qu'il faut faire, comment agir, les droits des gens à rester sur place, etc. Et si on était dans une ville intelligente, sur un territoire intelligent, on a déjà mis en place des structures de gouvernance de participation qui sont basées sur, bien sûr, sur la connaissance, mais aussi sur la question de transparence. Ça aide beaucoup parce que les citoyens sentent qu'il y a une transparence par rapport à ce qui se passe. Les décisions, c'est des décisions qui sont collectives et qui sont justifiées. Donc, du coup, il est plus enclin à participer, à s'engager, etc. Donc, là aussi, sur la question de la gouvernance, de la ville intelligente sur les territoires intelligents, ça va jouer un rôle très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on parle d'un territoire résilient, dans un territoire résilient, on a besoin d'outils. Et le développement technologique à travers tout ce qui est Smart City, que ce soit sur le plan technologique ou bien sur le plan de la participation, sur le plan de la gouvernance, ils vont jouer un rôle très très important. Avoir une cartographie des occupations des hôpitaux, des trajets communs entre tel point et tel point, c'est une question essentielle. Si on n'a pas la donnée, si on n'a pas les informations, on risque d'envoyer sur des hôpitaux qui sont déjà encombrés, alors que des hôpitaux qui sont peut-être plus proches, etc., il y a encore de la place. Ça nous permet de le cartographier aussi. Il y a cet espoir, donc comme quoi la ville intelligente, on le met au service de la ville résiliente. Il va nous aider à mieux cartographier, à mieux utiliser les ressources, question qui est vraiment très importante. Rassurer les citoyens par rapport à la question de la transparence et engager les citoyens dans tout le processus. Cette ville intelligence au service de la résilience, est-ce de la science-fiction ou y a-t-il déjà des exemples dans le monde où on applique déjà ces concepts ? En fait, dire que, comme j'ai dit, la résilience, elle est récente, comme à l'échelle urbaine qui est liée à cette amplification, on parle de 10-15 ans. La ville intelligente aussi, c'est une notion qui est récente. Mais il faut voir que, je prends l'exemple de Rio de Janeiro. Il y a un très beau projet de ville intelligente à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, il est construit sur des pentes. Et avec des glissements de terrain qui sont énormes, avec un risque énorme. Et quand ils ont lancé le projet de ville intelligente, il était sur cette question-là, que si éventuellement j'ai une forte pluie, est-ce que j'ai un risque quelque part dans telle ou telle zone? Est-ce que je dois évacuer, ne pas évacuer? Donc, tout le projet était basé là-dessus. Comment ils ont fait? Ils ont fait toute une plateforme par rapport à ça, des capteurs qui mesurent ce qui se passe, en termes de glissement de terrain, etc., en termes de pluie. Et ils pouvaient, en fait, faire des prévisions, faire des analyses de risque pour voir dans telle ou telle zone il y a un risque, etc. Donc c'est un très bon exemple qui était vraiment lié à la question de la résilience. C'est cette question de qu'est-ce que je peux faire, en tout cas. Sur les questions d'inondation, ça se développe énormément. Parce que ce qu'on rencontre, en plus, nous, on a travaillé sur cet exemple ici, dans le cadre des projets de recherche
Ce qu'on constate quand il y a beaucoup de pluie, le réseau qui collecte les eaux de pluie n'est pas chargé de la même manière. Il y a encore des zones où on peut mettre de l'eau. Donc si on a une cartographie de ce qui se passe, en plus c'est facile. Pour mettre les capteurs aujourd'hui, c'est une technologie qui est mature. On peut beaucoup mieux répartir ces ressources en eau. Donc du coup, diminuer le risque d'inondation. Là, on a quelques exemples. Bordeaux s'est lancé dans un projet comme celui-là. Donc, instrumenté, etc. Regardez. Il y a un exemple qui est vraiment très intéressant, qui n'est pas loin, c'est à Paris. Vous vous souvenez qu'on a eu quelques années des épisodes de chaleur qui ont causé beaucoup de dégâts, beaucoup de morts. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait pas une cartographie des personnes âgées qui vivaient de manière isolée dans des bâtiments qui sont très mal protégés. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de morts. On a appris depuis qu'en fait, avec les prévisions de la météo, on peut savoir que dans une semaine, demain, etc., il va y avoir ça. Et si on a une très bonne cartographie avec nos bases de données, on peut prendre des mesures avant, aller visiter ces gens-là avant, et vérifier qu'ils ont les ressources en eau nécessaires, les voisins qui sont avertis comme quoi, bon, surveiller quand même de très près. Là, il y a des choses qui sont développées dans ce domaine. Aujourd'hui, on a développé toute une base de données, donc on est dans cette notion. On collecte les données par rapport à un risque donné. On agit avant, parce que la prévision elle est très importante. Donc du coup, il y a eu des épisodes de chaleur après, mais qui n'ont pas du tout causé les mêmes dégâts. C'est un exemple aussi qui me paraît intéressant. Sur les feux, aujourd'hui, la même chose. On a mis des capteurs un peu partout qui nous permettent de beaucoup mieux surveiller pour éviter que ça arrive. Ça aussi, quelque chose de très intéressant. Donc effectivement, on a quelques exemples. Mais on est encore, malheureusement, sur des secteurs, comme j'ai dit, inondations, feux, vagues de chaleur, etc. Mais on n'a pas encore ce dont je rêve, en quelque sorte, avoir cette approche au niveau global. Une globalité. Globalité, on va regarder le réseau d'eau, de transport, etc., le gaz, tout ce qui se passe, pour qu'on puisse agir de manière beaucoup plus efficace et plus pertinente à l'échelle de la ville. Mais je suis confiant, je pense que ça va arriver. C'est avec le progrès technologique, montrer qu'effectivement, ce sont des choses qui peuvent fonctionner. Je reste optimiste par rapport à ça.